Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin avec une première vidéo Booktube pour cette année 2021. Je n'ai pas tergiversé longtemps, je me suis dit que le mieux c'était d'introduire cette nouvelle année avec une vidéo update lecture, surtout que je suis plutôt en retard dans mon partage de mes lectures ici sur YouTube. Je me suis aperçue que je ne vous avais pas encore parlé de certains romans que j'ai lus l'automne dernier, donc il était vraiment grand temps que je me mette à jour. On commence tout de suite avec le premier roman, il s'agit de Le Réveil des sorcières, écrit par Stéphanie Janico et publié aux éditions Albin Michel. Un livre qui me faisait très envie par sa thématique. Finalement, je dois dire que je suis plutôt restée sur ma faim. Alors la petite histoire, nous suivons la narratrice, il me semble qu'on ne connaît pas son prénom. C'est une autrice, elle écrit un nouveau roman où elle met en scène de la magie noire et un accident fatal. Au même moment, sa meilleure amie Diane, qui pratique un petit peu la sorcellerie, va mourir dans d'étranges circonstances avec un accident de voiture et la narratrice va être rongée par la culpabilité. Elle va se demander si c'est pas elle qui a attiré un petit peu le mauvais œil sur son amie avec son roman qu'elle est en train d'écrire. Elle va se rendre en Bretagne pour rester aux côtés des deux filles de la jeune femme décédée et on va notamment rencontrer Sohan qui est sa plus jeune fille et qui semble avoir le même don que sa maman, Sohan, qui a beaucoup de mal à vivre son deuil et qui est persuadée que sa maman a été assassinée. À partir de là, la narratrice va mener son enquête pour comprendre exactement ce qui s'est passé sur la route ce jour-là lorsque Diane est décédée. En fait, en démarrant ma lecture, j'étais persuadée qu'on allait un petit peu parler du sujet de la femme qui est considérée comme une sorcière depuis la nuit des temps. Je suis quelqu'un d'assez novice dans le sujet et j'avais très envie d'en apprendre un maximum. Alors oui, l'autrice balaie effectivement ce sujet, mais le roman est court et elle ne va pas en profondeur. Alors j'ai appris des choses, certes, forcément vu que je n'y connaissais pas grand-chose au départ, mais je suis effectivement restée sur ma faim parce que j'aurais aimé qu'on aille plus au fond des choses et qu'on en apprenne davantage sur ce sujet. Ce roman est plutôt bien écrit, il est très agréable à lire, mais son rythme est plutôt lent. Ça s'explique assez facilement parce que je trouve que la finalité est assez évidente. On voit où l'autrice veut en venir, elle prend vraiment son temps. On dirait presque un peu pour rajouter du contenu, mais il n'y a pas vraiment de grande surprise. J'ai toutefois préféré la seconde partie de l'histoire lorsque le voile est levé sur les secrets de cette famille. C'est assez glauque, c'est assez malaisant, mais c'est plutôt bien fait. Vous l'aurez sans doute compris, ça n'a pas été fondamentalement une mauvaise lecture, mais je n'ai pas été totalement convaincue et je suis restée sur une note quand même assez mitigée à la fin de ma lecture. J'ai ensuite envie de vous parler du roman L'affaire des fées de Cottingley, écrit par Natacha Henry et publié chez les éditions Rajo. C'est un roman qui est inspiré de faits réels. Nous sommes en 1917 en Angleterre à Cottingley. Nous allons rencontrer Elsie, 16 ans, qui va accueillir chez elle sa jeune cousine Frances et sa maman. Le papa de Frances est mobilisé parce qu'il est militaire et qu'il combat sur un front en France. Les deux cousines vont s'apprivoiser, vont apprendre à s'apprécier et vont beaucoup aimer faire des promenades en forêt ou dans la nature tout simplement. Un jour, elles vont se faire réprimander. Alors je ne me rappelle plus exactement pourquoi, elles vont faire une petite bêtise en tout cas. Et les deux jeunes filles vont dire que c'est parce qu'elles ont vu des fées. Ça va être leur excuse, elles ont vu des fées. C'est un peu une légende qu'il y a près de Cottingley. Apparemment, des fées existent. Seuls les enfants peuvent les voir. Et donc, elles racontent qu'elles ont eu cette vision pour prouver leurs propos face aux personnes qui peuvent être sceptiques, notamment le papa d'Elsie. Elles vont aller jusqu'au bout de leurs mensonges. Et Elsie, qui adore la photographie, va emprunter l'appareil photo de son papa et elle va prendre en photo Frances dans la nature à côté de fées qu'elles ont préalablement fabriquées à partir de morceaux de carton.
Elsie étant plutôt douée en dessin. Les mamans de Elsie et de Frances vont se laisser prendre. Elles croient au petit peuple et elles sont persuadées que leurs filles ont vraiment vu des fées. Donc à partir de là, les deux jeunes filles vont mettre un petit peu le doigt dans cet engrenage et plus forcément savoir comment s'en sortir. J'ai plutôt bien aimé ce roman, même si je l'ai trouvé assez court. C'était très sympa de parler photographie, de découvrir un petit peu le processus. Alors bien sûr, on rentre pas dans les détails, mais du développement des photos dans une chambre noire, hein, puisque c'est ce qu'Elsie va faire avec son papa, qui est donc un passionné de photos et qui a installé une chambre noire dans sa maison. C'est un roman qui m'a beaucoup intriguée et j'ai trouvé ça chouette qu'il y ait à la fin de l'histoire un petit document où on nous relate vraiment les faits, où on a des coupures de journaux, etc. J'ai fait mes petites recherches aussi sur Internet et je me suis vraiment aperçue que l'autrice était restée très fidèle à l'histoire. Donc c'est vraiment un roman historique extrêmement pointu et fiable. Encore une fois, j'ai trouvé dommage, je le disais juste avant, ce roman est très court. J'aurais aimé peut-être qu'il soit plus étoffé, par contre, qu'on développe plus les personnages, qu'on parle peut-être un petit peu plus de la Seconde Guerre mondiale et de son impact sur les populations. J'ai trouvé qu'en fait, justement, l'autrice était tellement restée attachée à l'histoire telle qu'elle a été relatée dans les journaux à l'époque, qu'elle est restée un petit peu bloquée sur ça et qu'elle ne s'est pas forcément autorisé beaucoup de liberté. Et ça m'a un petit peu manqué. Ça reste un roman, pas forcément un essai. Donc, je pense qu'elle aurait pu aller peut-être un petit peu plus loin. Ça aurait aussi permis qu'on s'attache davantage aux personnages. En tout cas, je tiens à dire que la couverture du livre est très réussie, elle donne très envie, je la trouve très jolie. Comme je le disais, le dossier explicatif en fin d'ouvrage est une excellente initiative. Ça a été une bonne lecture, mais je suis un petit peu restée sur ma faim. Je vais à présent vous présenter deux petites romances que j'ai grignotées pendant le mois de décembre. La première, il s'agit de À cœur perdu d'Evelyn Jones, publié chez MXM Bookmark dans leur collection Romance Passion. Ici, nous suivons Romy, c'est une jeune pâtissière talentueuse qui vit à Paris. Suite à sa rupture avec son fiancé, elle se retrouve sans travail et sans appartement. C'est un petit peu compliqué, le moral évidemment est en berne et elle ne sait plus trop quoi faire de sa vie. Elle ressent vraiment le besoin de s'éloigner de cette vie qui n'est plus vraiment la sienne et une petite annonce va attirer son attention. Une famille qui habite sur l'île d'Aran en Écosse recherche une fille au père pour s'occuper de ses deux enfants. Romy décide alors de tout plaquer. Elle va rencontrer un fantôme. Voilà, je ne vous spoile pas parce que c'est sur la 4e de couverture. La maison dans laquelle vit cette famille est hantée. Et elle va également rencontrer un jeune instituteur assez séduisant qui ne la laisse pas indifférente. Voilà pour le petit speech. C'est une romance que j'ai vraiment apprécié de lire. C'est un petit bonbon et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on évite pas mal de clichés dans cette histoire. Moi, je me méfie toujours des romances, j'aime pas quand c'est trop stéréotypé. Là, j'ai trouvé au contraire qu'il y avait beaucoup de diversité. On va suivre plusieurs romances en fait, plusieurs couples et oui, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a une diversité dans les romances qui sont racontées dans cette histoire et c'est vraiment une bouffée d'air frais, c'était très agréable. La romance principale, donc celle que vit Romy, est très douce. Les personnages sont très attachants. J'ai beaucoup aimé aussi l'introduction du personnage du fantôme. Au début, je me suis un petit peu demandé ce que ça allait donner. J'avais peur que ce soit too much. Mais en fait, le fantôme et son histoire, son passé, va donner une toute autre dimension au roman, par certains aspects très humoristiques, mais aussi très émouvantes. Contrairement à ce que je m'étais imaginé en commençant ce roman, ce n'est pas vraiment une romance de Noël. Il va y avoir Noël à un moment donné dans l'histoire, mais ce n'est pas le plus important. Par contre, oui, on est sur une romance typiquement hivernale, cocooning, avec la neige, avec les plaids, avec le bon thé chaud, les petits gâteaux puisque Romy est pâtissière, le côté très doudou puisqu'elle va s'occuper d'enfants qui sont juste beaucoup trop choux. Et écoutez, c'est une belle plongée sur l'île d'Aran que je ne connaissais pas du tout et on est vraiment dans une ambiance écossaise, à fond les ballons, j'ai envie de vous dire. Donc si c'est quelque chose qui peut vous plaire, foncez. En tout cas, moi qui ne suis pas vraiment romance en général, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre-là.
J'ai ensuite lu, pour le coup, une vraie romance de Noël. Il s'agit de Sur ma liste, écrit par Rosie Blake et publié chez J'ai lu. Nous allons suivre Clara, une jeune Danoise qui trace sa route. Elle ne se pose jamais très longtemps dans un endroit, elle voyage. Elle va atterrir dans un petit village anglais. Alors je ne vais pas prononcer le nom parce que j'ai trop peur de mal le dire. Elle va arriver dans ce village qui est en plein émoi parce que la boutique de jouets menace de fermer, enfin va être fermée et tous les villageois sont absolument désolés par cette nouvelle. Déjà parce que quasiment toutes les semaines une nouvelle boutique ferme, le village est en train de, en tout cas l'âme et la vie du village est en train un petit peu de s'essouffler, de mourir. Et en plus de ça, c'est bientôt Noël, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut fermer un magasin de jouets? Du coup, Clara va proposer de reprendre ce magasin et d'essayer de lui donner un second souffle, une nouvelle vie, pendant que Louisa, qui est la propriétaire du magasin de jouets, part et va s'éclater en Espagne. Ça se passe plutôt bien pour Clara jusqu'à ce que le fils de Louisa, qui ne voit pas du tout ça d'un bon oeil, débarque et fourre son nez là où Clara n'a pas du tout envie qu'il le fourre. L'histoire va donc débuter comme ça. Je dois dire que là, pour le coup, j'ai trouvé que l'histoire était très stéréotypée, bourrée de clichés et je suis ressortie de cette lecture extrêmement mitigée et un petit peu déçue parce que je trouvais que le speech vendait du rêve. Et j'avais très très envie de me plonger dans cette histoire, dans ce sauvetage de magasin de jouets. Alors, Clara est très attachante, son amour pour ce magasin de jouets est communicatif. J'ai quand même eu envie de lire ce roman jusqu'au bout pour savoir ce qu'il allait se passer. Alors bon, côté romance, il n'y a aucune surprise. Mais c'est souvent le cas dans les romans sentimentaux, je me faisais pas trop d'illusions, ça à la limite ce n'est pas grave. Mais bon, voilà, c'est quand même sans surprise et du coup ça manque un petit peu de saveur. En plus de ça, j'ai trouvé la plume assez quelconque, parfois maladroite, et j'ai trouvé que l'histoire finalement était assez peu crédible. On nous vend en quatrième de couverture qu'on va parler de ce fameux concept du... Alors, encore une fois, je ne sais pas du tout le prononcer, du IG, du IG. Je vais vous le noter là, mais c'est cette espèce d'état d'esprit hyper bienveillant et cocooning typiquement danois. Alors oui, on en a des petites traces en pointillé, en filigrane tout au long du roman, mais je m'attendais quand même à beaucoup plus. Surtout qu'il me semble que le titre original, il y a carrément le mot dedans, quoi. Oui, en anglais, ce roman s'appelle The Hig Holiday. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on en a partout. En fait, pas du tout. J'ai trouvé ça dommage de nous vendre un truc qu'on n'a pas, finalement. Toutefois, ce roman se laisse lire, j'ai envie de dire, parce que, comme je le disais, l'héroïne est attachante. On a envie de sauver avec elle le magasin de jouets. J'ai aussi trouvé sympa les messages qu'envoie la propriétaire Louisa et qui parsèment tout le roman. Alors, c'est pas du tout utile. Ça ne fait pas du tout avancer l'histoire, mais ça rajoute un petit peu de piquant, donc c'est sympa. Euh, Écoutez, si c'est votre genre, allez-y. Mais je le conseille pas plus que ça. Je pense qu'on peut trouver d'autres romances de Noël peut-être un petit peu plus sympas et un petit peu plus originales. On va terminer cette update lecture avec une note très positive et avec le premier coup de cœur de mon année 2021. Il s'agit de La fileuse d'argent, écrit par Naomi Novak et publié chez Pygmalion. Ça a été vraiment une merveilleuse lecture. Alors nous suivons Myriam qui est fille et petite fille de prêteur. Jusque-là, c'est son papa qui s'occupe du job, mais son papa a un défaut, c'est qu'il est très généreux, donc il prête à énormément de gens, mais par contre, il n'arrive absolument pas à réclamer son dû et ses intérêts. La famille de Myriam se retrouve dans une situation de plus en plus précaire et s'ajoute à cela la fragilité de la mère de Myriam qui a une santé défaillante. Myriam décide un jour de reprendre les choses en main. C'est elle qui va toquer à la porte de chaque débiteur et elle va réclamer l'argent qu'on lui doit. Petit à petit, elle va réussir à le récupérer, donc à récupérer le capital de départ et même à le faire fructifier grâce aux intérêts. Comme le dit la quatrième de couverture, son cœur s'endurcit de plus en plus, il devient de plus en plus froid, mais elle va réussir à sauver sa famille de la misère.
et à recréer une espèce d'ambiance familiale plus sereine avec la sécurité. La réputation de la jeune fille va bientôt se faire. On va murmurer qu'elle sait transformer l'argent en or et ce bruit va arriver jusqu'aux oreilles du roi des Stariks. Alors les Stariks, c'est un peuple assez méconnu. On sait juste qu'ils vivent dans la forêt, dans la neige, assez loin. Tout ce qu'on voit d'eux finalement, en fait, c'est la route qui mène chez eux. Personne n'y va, personne ne prend cette route. C'est une route assez magique, en tout cas assez étonnante, parce que c'est une route qui se déplace, qui se rapproche des fois du village de Myriam, qui des fois s'éloigne. Donc ce roi Starik est très intrigué par cela. Nous suivons aussi Wanda. Wanda, elle vit avec ses 2 frères et son père. Son père est débiteur du père de Myriam, donc Myriam va aussi se rendre chez lui pour lui réclamer son dû, son argent. Le papa de Wanda n'a absolument pas d'argent à rendre. C'est un homme violent, alcoolique, qui dépense l'argent dès qu'il l'a entre les mains. Il décide de vendre les services de sa fille Wanda à la famille de Myriam pour rembourser sa dette. Donc Wanda va rapidement devenir un peu la femme à tout faire dans la maison de Myriam. Elle est traitée tout à fait correctement. Elle va être là pour s'occuper du jardin, du potager, du ménage, de faire la cuisine, etc. etc. C'est une jeune fille intelligente qui va prendre de plus en plus de place dans cette famille et qui va finir par aider concrètement Myriam en allant toquer elle aussi aux portes des gens qui doivent de l'argent. Je vais terminer ce petit résumé en reparlant du fameux roi des Stariks qui va lancer des défis à Myriam qu'elle ne peut pas refuser. Et à partir de là, elle va mettre un doigt dans un espèce d'engrenage. Alors à prime abord, la plume de l'autrice est aussi glacée que l'atmosphère de son roman, que les paysages ensevelis sous la neige, que le cœur de Myriam, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas forcément une grande facilité à entrer dans l'histoire, mais vraiment très vite, j'ai été complètement happée et complètement à fond. Naomi Novik nous propose une sublime réinterprétation du conte du nain Tracassin, un conte qui a été transcrit par les frères Grimm, donc un conte d'origine allemande, et je me suis juste régalée. Je pense que c'est vraiment un plus de connaître ce conte avant de lire cette histoire pour pouvoir faire un petit peu les parallèles, mais bon, même si vous ne le connaissez pas, je pense que c'est un très bon roman en tous les cas. Franchement, il faut quand même que je le mentionne. Ça fait très très longtemps que je me suis pas couchée aussi tard pour terminer un roman. Quand j'arrivais presque au bout, je n'arrivais juste pas à le lâcher et je me suis dit bon, je le termine. Quoi qu'il arrive, je travaillais le lendemain, j'étais crevée, mais je l'ai terminé. Je voulais savoir la fin. Ça m'arrive pas si souvent que ça. Je suis quelqu'un d'assez raisonnable, donc même quand j'apprécie un livre, je sais m'arrêter, mais alors là non. Il me fallait le fin mot de l'histoire et je n'ai absolument pas été déçue. C'est un roman que je vous conseille à 1000%, qui se lit, je pense, quand même plus facilement en hiver, parce qu'il y a vraiment cette ambiance de froid, de neige. On nous dit pas explicitement où on se trouve, mais c'est vrai que la couverture et l'histoire en elle-même nous fait quand même penser à la Russie et c'est trop chouette. Il faut absolument que vous lisiez ce livre. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà lu, mais on en parle de la petite maison au fin fond de la forêt enneigée. Franchement, le goal ultime d'habiter dans une maison comme ça, j'ai trouvé ça tellement cocooning, tellement, je l'ai trouvé tellement magique. En fait, je ne sais même pas comment le définir, mais j'ai adoré. Bon, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est totalement obscur ce que je vous dis, mais vraiment, lisez-le, c'est une petite pépite. Quant à moi, je suis plus qu'impatiente de découvrir d'autres livres de cette autrice. Et d'ailleurs, ma collègue m'a très gentiment prêté Déraciné, que je vais m'empresser de lire très rapidement. C'en est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il n'a pas été trop long. J'avais vraiment envie de vous parler de ces 5 livres pour qu'on soit de nouveau à peu près à jour. Je vous invite comme toujours à réagir dans les commentaires. En attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de très jolies lectures. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!